Encore une fois, on l'a appelé. Et il est venu. Mais cette fois, ce n'est pas pour une mission diplomatique, ni pour un haut service militaire. Non, cette fois, c'est pour recevoir le plus grand honneur qui puisse être conféré à un Canadien, un honneur qui couronne une carrière de grand commis de l'État, une vie entièrement consacrée au service du Canada, dans la paix comme dans la guerre. Georges Phileas Vanier, 19e gouverneur général depuis la Confédération. You, George Phileas Vanier, do swear that you will well and truly serve Her Majesty, Queen Elizabeth II, in the office of Governor General and Commander-in-Chief of Canada, and duly and impartially administer justice therein, so help you God. Serment d'office du Gouverneur Général et Commandant en Chef du Canada. Vous, Georges Phileas Vanier, jurez de servir fidèlement et sincèrement Sa Majesté la Reine Elizabeth II, en qualité de Gouverneur Général et Commandant en Chef du Canada, et d'administrer la justice dûment et impartialement. Ainsi do vos soins honnêtes. I do le jure. Georges Phileas Vanier est né en 1888. Son père, Phileas Vanier, et sa mère, Margaret Maloney, réalisaient une fois de plus cette alliance franco-irlandaise qui devait connaître tant de bonne fortune au pays. Au temps de sa jeunesse, à Montréal, les mœurs étaient douces et les femmes jolies. Sur les pentes encore agrestes du Mont-Royal, on pratiquait la belle époque. Mais le jeune Vanier, qui avait fait ses études classiques au collège Loyola et son droit à l'université Laval de Montréal, entreprit tôt de faire son tour du monde. Il posa, comme plusieurs, dans les lieux célèbres de l'histoire. Mais sa nature secrète le conduisit aussi en des lieux moins fréquentés. Quelle rêverie solitaire, le jeune avocat qui lisait aussi Lamartine et de Vigny pouvait-il mener en 1912 sur la tombe de Keats? À son retour au pays, les paris étaient tenus. L'époque battait son plein. L'Amérique entière déjeunait sur l'herbe. Mais en Europe, les jeux aussi étaient faits. Et à nouveau, les conquérants s'étaient mis à l'œuvre. Georges Vanier allait formuler plus tard, dans un des nombreux discours qu'il fit au début de la Deuxième Guerre mondiale pour stimuler le recrutement, les motifs qui devaient entraîner ses compatriotes à l'action. L'honneur nous impose à tous le devoir sacré d'aller au secours de nos frères qui souffrent, où qu'ils soient, et sans distinction de race ou de religion. Le devoir de tout patriote, de tout chrétien, est de faire plus que sa part au service de l'humanité pour assurer la dignité de l'homme et le règne de Dieu. Même s'ils s'étaient portés volontaires et s'ils avaient fondé le premier régiment canadien-français, le Royal 22e qui leur tardait de voir glorifié, les nouveaux chevaliers firent quand même les choses posément, calmement, comme on savait encore faire à cette époque. L'entraînement, la photo souvenir, les derniers adieux. Sous le commandement d'un chef déjà prestigieux, le lieutenant-colonel Tremblay,
auxquels ils s'efforçaient de ressembler, ils offraient leur jeunesse et leur foi. Jamais je n'ai été aussi fier des miens que sur le champ de bataille. Ayant vécu avec eux dans les tranchées pendant 3 ans, je proclame nos soldats magnifiques de courage et d'ardeur. À quelques milles de la ligne de feu, ils écrivaient aux parents et aux amis que tout allait bien, que le tricot de laine les tenait bien au chaud et que la guerre serait bientôt finie. Ou bien le journal, vieux de 3 mois, leur apportait les faits d'armes du front, et dans ses actions héroïques, ils reconnaissaient des gestes familiers, des noms. Exploit du capitaine Vanier. Il commande une patrouille qui va détruire derrière les lignes allemandes une place fortifiée. Il est décoré de la croix militaire. Avant de retourner tenter le destin, il souriait devant l'appareil photographique d'un compagnon. Ces sourires qui rassuraient tant ceux de l'arrière. Je les ai vus à Vimy, à Lens, à Méharicourt, à Chérisy. Mon souvenir le plus poignant est de Passchendaele, où les cadavres flottaient dans les trous d'obus remplis d'eau. Nos gars avançaient, glissaient dans la boue, tombaient et se relevaient pour se rendre à la ligne de feu, là où le devoir les appelait. La guerre est finie. La joie indicible qu'ils ressentaient de se retrouver sains et saufs après tant d'années d'enfer et de mort. Au fond d'eux-mêmes, cependant, il y avait une douleur enfouie. Ce vide immense laissé par tous ses compagnons qui n'avaient pu répondre au dernier appel. Capitaine Brown, blessé. Capitaine Lefebvre, mort au champ d'honneur. Capitaine Larocque, blessé. Capitaine Brosseau, mort au champ d'honneur. Capitaine de Martigny, blessé. Major Vanier, blessé. Sur sa fiche militaire, on avait écrit « Ordre du service distingué, croix militaire avec agrafe, croix de la Légion d'honneur et amputation de la jambe droite ». En 1921, de retour à la vie militaire après une période de réadaptation, le major Vanier épouse Pauline Archer, la fille du juge Charles-Édouard Archer, et de Thérèse de Salaberry, petite-fille du héros de Châteauguay. Sa première fonction fut celle d'aide de camp du gouverneur général Byng de Vimy, un vétéran de la première Grande Guerre comme lui, avec qui il se lia d'amitié. Mais après 2 ans passés au collège d'état-major de Camberley en Angleterre, on le retrouve en 1925, commandant de son ancien régiment, le Royal 22e, à la citadelle de Québec. Là, il retrouve la vie qu'il aime, des compagnons d'armes, un trophée, souvenir de son exploit de 1916. La haute société québécoise qui aime revivre les grandes époques de son passé a aussi des exigences auxquelles les Vanier ne se dérobent pas. De 1925 à 28 également, il remplit de nouveau la fonction d'aide de camp auprès de Lord Wellington, gouverneur général. En 1928, promu lieutenant-colonel, il se rend à Genève, où il représente le Canada à la commission consultative permanente sur les questions militaires, navales et aériennes, et à la commission préparatoire du désarmement de la Ligue des Nations. Il devait déclarer plus tard que ces sessions était un premier pas nécessaire dans la voie de la paix,
une première tentative qui devait préparer à l'échelle mondiale l'organisme des Nations Unies. En 1931, le colonel Vanier accepte le poste de secrétaire du haut-commissaire canadien à Londres. Durant 8 ans, le futur gouverneur général devait motiver davantage au contact des institutions anglaises cet attachement profond qu'il avait toujours nourri à l'égard de la couronne, symbole de nos libertés. Mais à Canada House, les destins se croisent. Vincent Massey, Ross McLean, Lester B. Pearson, Georges P. Vanier. En 1939, le lieutenant-colonel Vanier est nommé ministre du Canada en France. 9 mois plus tard, la guerre éclatait. Quelques semaines avant que les Allemands n'envahissent le pays, les Vanier visitaient la célèbre ligne Maginot. Du haut d'une colline, on indiquait aux visiteurs les lignes ennemies. C'était la drôle de guerre. Mais les Allemands fonçaient déjà vers Paris. J'ai vu des femmes, des enfants et des vieillards dans tous les véhicules imaginables, et quelques-uns étaient à pied. Ils avaient abandonné leur maison. Ils ne savaient ni où, ni comment leur terrible voyage finirait. Une fois de plus, dans les annales sanglantes de l'Europe, avait commencé la fuite du peuple qui s'était efforcé de placer la civilisation avec ses arts et ses sciences au-dessus de la déification de la guerre. Les Vanier connurent aussi la fuite. Après de multiples péripéties, ils se retrouvèrent en Angleterre, où le lieutenant-colonel Vanier demanda à servir de nouveau. On le rappela au Canada. De 1940 à 1942, il est membre du secrétariat canadien du Bureau conjoint permanent pour la défense du Canada et des États-Unis. En 1941 également, nommé brigadier, il assume le commandement du district militaire numéro 5 de Québec et parcourt la province depuis Trois-Rivières jusqu'au lac Saint-Jean et la Gaspésie, pour animer l'ardeur de ses compatriotes canadiens-français. En 1943, de retour à Londres comme ministre canadien auprès des gouvernements alliés établis en exil, le major général Georges Vanier représente également le Canada auprès du Comité français de la libération nationale. Le courage manifesté par le peuple anglais durant ces années de guerre lui apparaît comme exemplaire. Symbole de l'entente cordiale, il est plus que jamais alors ce diplomate distingué et compréhensif, dont l'amitié est recherchée par tous. Mais ses multiples occupations ne l'empêchent pas d'aller saluer, quand l'occasion se présente, les gars de son régiment. En 1944, il accompagne à Alger le chef de la France libre, le général de Gaulle. Il se lie d'amitié avec le général Leclerc, héros français des campagnes africaines, dont la femme est petite cousine de Madame Vanier. Mais 45 approchaient. Déjà, les Alliés étaient au cœur de l'Italie, resserrant leur étreinte. Le général Vanier, piloté par le général Juin,
rendait visite à l'armée française. Avec le 22e, il faisait également un pèlerinage à Saint-Pierre de Rome. Après l'émotion causée par l'audience papale, la vision des soldats de son régiment sur la place Saint-Pierre l'impressionna fortement. Ce fut l'un des moments les plus poignants de ma vie, confie-t-il encore. Profondément respectueux des idées d'autrui, le général Vanier ne manqua jamais, quand il lui semblait devoir le faire, de manifester publiquement ses croyances et sa foi. Le 8 septembre 1944, quelques jours après la libération de Paris, le major général Vanier atterrissait au Bourget, accueilli par le capitaine H du pavillon, représentant personnel du général de Gaulle. Pour la première fois, le Canada avait un ambassadeur en France. Depuis hier, pour tout civilisé, il y a quelque chose de changé dans le monde. Paris est redevenu libre. Après 4 ans de ténèbres, la lumière jaillit de nouveau de cette source toujours jeune, toujours ardente, où viennent des 4 coins de la terre les hommes épris de liberté pour ranimer la flamme de leur idéal. Ici les Moulineaux, une salle de torture éventrée. L'ambassadeur et Madame Vanier furent, dans cette période difficile d'après-guerre, de véritables amis de la France. Émus à la fois par tant de courage et de souffrance, ils s'employèrent à susciter un large courant de secours au bénéfice des classes françaises les plus éprouvées. Rebâtir la paix en soulageant d'abord les misères physiques et morales, telle était la mission qu'ils s'étaient donnée. Madame Vanier, représentant la Croix-Rouge canadienne, secondait admirablement son mari, comme elle l'avait toujours fait d'ailleurs tout le long de sa carrière. Les ruines de la ville de Caen. Reconstruction de Saint-Malo détruit par les Allemands. Un Canadien, le général Vanier, pose la première pierre. Durant leurs vacances, les Vanier se retiraient à Vézelay, lieu de pèlerinage situé au sud-est de Paris. Mais le motif déterminant de notre installation à Vézelay a peut-être quelque intérêt. Il est le même pour tous ceux qui croient qu'il y a une affinité entre certains lieux géographiques et une certaine qualité de pensée. La présence de la basilique, pur chef-d'œuvre, n'empêche pas la charmante ville qui l'entoure de vivre de sa vie simple, discrète et très humaine. Depuis plusieurs années, j'ai pu prendre part au calme de Vézelay. On ne vient pas sans se sentir en même temps solidaire de son silence intime et emporté dans son envolée de hauts lieux. De fait, Vézelay est pour moi et ma famille un lieu de détente et de repos tout autant qu'une occasion de réflexion et d'admiration. Après le thé qui réunit toute la famille, voici Thérèse en compagnie de son père. La jeune fille exerce depuis quelques années la médecine à Londres. Le concours de l'ambassadeur canadien et de Madame Vanier était recherché par toutes les associations de jeunesse. Fils de tués ou de déportés, combien de ces petits visages étaient avides d'une première joie. Les pays civilisés doivent veiller jalousement sur la liberté de la France. À Lyon, autour du général Vanier, le cardinal Gerlier, Maurice Farge. Le président Édouard Herriot, alors patriarche des hommes d'État français. Une princesse, aujourd'hui reine, Élisabeth II. Des dignitaires ecclésiastiques, Monseigneur Roncalli, maintenant Jean XXIII,
le cardinal Suard. À l'occasion d'une visite à Ottawa, Charles de Gaulle, Mackenzie King, d'éminents militaires, le général Juin, des hommes politiques, Georges Bidault. Le chef actuel de la France, au général Vanier, ambassadeur du Canada, véritable ami de la France, parce qu'il l'a cherché dans le combat, l'effort, la rénovation, bien amicalement, Charles de Gaulle. Et 6 ans plus tard, en 1959, à Québec. Du haut de ses remparts, la vieille cité semble toujours à l'affût, comme au temps des mousquetons et des voiles anglaises. Mais le fleuve, depuis longtemps, s'est adouci. Et si le canon tonne encore, c'est seulement pour saluer les visiteurs royaux. Même les mousquetaires se sont fait cinéastes. La reine du Canada, Élisabeth II, à l'occasion d'une tournée à travers le pays, est accueillie à Québec par le major général Georges P. Vanier, colonel honoraire du 22e régiment. Quelques semaines plus tard, avant de s'envoler pour Londres, la reine devait annoncer la nomination de Georges Phileas Vanier au poste de gouverneur général du Canada. Nous devons nous compter heureux d'être liés à la couronne qui donne au monde une promesse de paix. Il est bon de se rappeler que la reine est le symbole de l'association libre des nations membres du Commonwealth et comme tel, en est reconnu le chef. La superficie du Commonwealth est estimée à 14,5 millions de milles carrés et sa population à près de 650 millions d'âmes. Le Canada fait partie de ce puissant Commonwealth s'étendant sur tout le globe et groupant plusieurs races et plusieurs croyances. Quelle force à mettre au service du bien, au redressement des torts, au règlement à l'amiable des controverses, sans recours aux armes. L'idée de cette action possible de la part du Commonwealth n'évoque-t-elle pas une vision impressionnante dans son étendue et sa grandeur? La résidence du gouverneur général du Canada. Le major général et Madame Vanier ne sont pas des inconnus dans cette grande maison qui a subi bien des transformations depuis qu'elle fut choisie comme résidence vice-royale en 1867. On se rappelle en effet que le général Vanier y fit déjà 2 séjours comme aide de camp. Ce retour, en qualité de vice-roi, souligne donc mieux que tout les étapes franchies au cours d'une carrière longue de plus de 40 ans. Le vicomte Wellington, de qui le major général Vanier fut aide de camp de 1925 à 1928. Je veux que de l'est à l'ouest du pays, la couronne soit la même pour tous. Je veux que la maison du gouvernement soit ouverte à tous. Le nouveau gouverneur général, tout comme Madame Vanier d'ailleurs, est un symbole vivant de la réalité canadienne. Par sa naissance et son éducation, il participe à la culture française et à la culture anglaise, et toute sa vie, il s'est appliqué à travailler à l'harmonie entre les groupes culturels qui forment le peuple canadien. Mais c'est sur la jeunesse que le nouveau gouverneur général fonde le plus d'espoir.
cours de mon mandat, je travaillerai surtout à 3 choses. À promouvoir l'unité nationale, à favoriser la jeunesse et à lutter contre le matérialisme au profit d'une plus grande spiritualité, seul fondement valable pour toute société. Fondée sur le respect et le soutien mutuel, la vie familiale des Vanier, ils ont 4 garçons et une fille, rayonne elle-même à travers plusieurs cultures et plusieurs disciplines, jusqu'à la forme la plus haute de spiritualité, la contemplation, puisque l'aîné de leur fils est trappiste à Oka. Mais si le temps a séparé les membres de cette famille, Bernard, Thérèse et Jacques habitant l'Europe, Georges et Michel vivant au pays, le simple hasard d'une lettre fait ressurgir entre eux de nombreux souvenirs. C'est la sorte de solitude que l'histoire réserve à ceux qui en sont les témoins.